Alors c'est un rapport, qui était très transversal, hein, puisque la commande était de faire de la France un acteur qui compte sur la scène internationale de l'intelligence artificielle, donc avec plutôt un axe positif puisqu'on a souhaité, dédiaboliser, hein, l'intelligence artificielle sans pour autant, l'idéaliser, c'est-à-dire, apporter une analyse plutôt, objective, de ce qui est possible de faire, mais aussi, des dangers que cela comporte. On a fait un certain nombre de recommandations, des recommandations en termes de formation, par exemple, de la formation des créatifs et aussi, la commission a souhaité soutenir, la transparence imposée, par, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, rappeler également un certain nombre de principes, le principe d'autorisation, le principe de rémunération, tout ça pour dire que lorsque des contenus sont utilisés, pour entraîner des modèles de fondation, hein, pour ensuite pouvoir, accéder à des IA génératives et bien, ces contenus, doivent être rémunérés, si le titulaire de droit a l'intention, d'être rémunéré puisque, il existe en effet une exception, hein, au droit d'auteur et donc, une exception qu'on appelle la fouille de textes et de données. Mais les titulaires de droit peuvent sortir de cette exception en exerçant leur opt-out et dans ces conditions et bien, la commission, a souhaité rappeler que, il était important, pour respecter la chaîne de valeur, hein, que les contenus puissent être, rémunérés. Peut-être on peut diviser ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on est tous membres, d'une convention qui s'appelle la convention de Berne, hein, de 1886 et que cette convention de Berne, indirectement, elle exige, qu'une œuvre de l'esprit pour être qualifiée comme telle et pour pouvoir donc, bénéficier, de la protection du droit d'auteur et bien, elle doit avoir été réalisée par un auteur, personne physique. Et donc, on tourne un petit peu en rond, hein, parce qu'un auteur, c'est celui qui imprime sa personnalité dans une création, donc c'est forcément, une personne physique et c'est ça qui permet d'accéder, à la protection du droit d'auteur. En considération de quoi? Et bien, les créations qui sont intégralement générées par une IA ne peuvent accéder à la protection du droit d'auteur. Là où ça pose plus de difficultés, ce sont pour les créations qui sont assistées par une IA, parce que là, il n'y a aucune raison que les artistes qui se saisissent de la technologie comme un outil, eh bien, soient disqualifiés de leur statut d'artiste ou d'auteur. Et il appartiendra notamment à la doctrine, hein, de travailler sur ces sujets pour dire où détecter l'originalité lorsque un photographe utilise l'intelligence artificielle comme un outil, non pas pour se remplacer, mais peut-être pour s'augmenter, c'est-à-dire pour travailler avec, un nouvel outil, aussi performant soit-il, l'outil n'est pas une condition pertinente pour accéder, à la protection du droit d'auteur. L'intelligence artificielle, accroît le risque de désinformation, ou de mésinformation, et donc c'est un risque important, et pour ça, vous avez, tout à fait, dégagé les 2 axes qui se dessinent clairement. Le premier axe, il est imposé par le règlement européen sur l'intelligence artificielle, hein. Cet AI Act, comme on l'appelle, eh bien, impose que les contenus générés, produits intégralement par une intelligence artificielle, soient marqués comme tels. Et puis la deuxième voie, qui peut se dessiner, ce sera peut-être et là c'est beaucoup plus lié à la presse en général, c'est est-ce qu'il faudra à l'avenir labelliser un certain nombre d'informations? C'est-à-dire qu'au lieu d'exclure négativement en disant: «C'est généré par une IA», est-ce qu'il ne faudra pas aussi inclure positivement une information de labellisation? Pas de labellisation humaine, mais du coup de labellisation d'information, c'est-à-dire la formation presse au sens où on l'entend, comme vérifiée, comme, voilà, avec les qualités, que revêt l'information de presse.
Alors, en un an, on a l'impression d'avoir vécu 10 ans, hein, parce que tout va très, très vite, sur l'intelligence artificielle. D'abord, en un an, la grosse différence, c'est qu'on a négocié, l'IACT, le règlement européen. Il a fallu beaucoup travailler et être, pédagogique, hein, pour faire comprendre qu'il s'agissait juste de respecter une chaîne de valeur et en aucun cas d'empêcher l'innovation. Au contraire, les auteurs, les artistes ont l'habitude de se saisir, des technologies et ils le feront, comme ils l'ont toujours fait. Donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez vu également qu'il y a beaucoup de procès, aux États-Unis, sur ce sujet du copyright. Tous les secteurs, sont en procès, avec des class action parfois, ça durera des années. C'est très incertain parce que là-bas, c'est le fair use et le fair use, c'est du cas par cas. Heu, c'est pas une décision générale pour toutes les hypothèses. Ce qu'on voudrait en Europe, c'est éviter cette fragilité parce que cette fragilité, elle fragilise aussi le marché. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il ne faut plus, qu'il s'agit plus de rejeter en réalité, mais il s'agit de construire. Donc construire un marché tous ensemble, le marché de l'intelligence artificielle, un écosystème intelligence artificielle qui respecte la chaîne de valeur et dans cette chaîne de valeur, bah, il y a des auteurs, il y a des artistes, il suffit de respecter la chaîne de valeur pour qu'un marché éthique et compétitif puisse se construire dans une sécurité juridique qui nous évitera, multiplication de procès comme c'est le cas, aujourd'hui aux États-Unis. J'avais essayé les versions précédentes de la version 5.2, je pense, de Midjourney. Je n'étais pas du tout convaincu par les résultats que j'obtenais. C'est vraiment en découvrant la version 5.2 que j'ai découvert oui, ce saut technologique incroyable qui m'a tout de suite impressionné. Presque dans les 10 jours qui ont suivi, j'ai décidé de faire un livre parce que je voulais pas que ça reste quelque chose de confiné dans un rapport théorique à la technologie. Donc l'idée de faire le livre m'a paru très vite une sorte de nécessité pour éprouver la validité du programme, en fait, du logiciel Midjourney, voir s'il était capable de s'extraire de l'écran pour aller sur le papier. Alors, ça a été un processus assez compliqué, en fait, parce que, comme je disais tout à l'heure, je me suis décidé très vite à faire ce livre sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Et au début, il s'agissait de faire une sorte de remake de l'Atlas of Forms, qui était un projet entièrement à base de prélèvement d'images sur l'Internet. J'ai été confronté à ce problème de droit d'image, puisque c'est des images que je me suis appropriées sans demander l'autorisation. Et effectivement, c'était complexe à assumer comme position. Et tout d'un coup, l'outil Midjourney me proposait de réaliser un livre relativement semblable, mais sans les contraintes de droit de reproduction des images. Et donc, je me suis lancé là-dedans avec vraiment l'idée de refaire presque à l'identique l'Atlas of Forms. Un peu par accident, il y a des personnages qui ont commencé à apparaître dans les images que je produis. J'ai presque produit toutes les images en mode image to image et non pas en mode texte to image. Et je me suis plutôt intéressé au fait d'utiliser mes archives photographiques comme base pour nourrir Midjourney. Donc très vite, j'ai eu voilà, des résultats assez concluants. Simplement, il me semblait que ça formulait pas une interrogation très intéressante, très pertinente de qu'est-ce que c'était cet outil, jusqu'au jour où je me suis dit, mais finalement, il faut peut-être repartir au point de départ et retourner à cette espèce d'apparition très soudaine et très violente, en fait, de cette technologie et la considérer comme une explosion, comme une sorte d'Hiroshima de l'image. Et donc, je me suis mis à produire des images d'explosions atomiques qui étaient des sortes de réactivation d'Hiroshima, c'est-à-dire de cette espèce d'instant zéro où tout bascule dans un autre monde, dans une autre perception de la technologie. Et donc, j'ai commencé à construire une sorte de fable qui partirait de cette
année zéro, cet Hiroshima de l'image, avec une communauté de survivants qui seraient les pionniers de ce nouvel âge de l'image et qui auraient pour rôle de reconstruire l'image après cet Hiroshima de l'image. Le dernier tiers du livre est entièrement une image complètement intelligence artificielle, qui s'abstrait complètement du réalisme photographique, qui ne cherche plus à faire des images qui a un rapport avec la photographie, ou en tout cas qui essaye de l'imiter, mais une image qui au contraire utilise l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire produire des sortes de chimères entre différents mondes qu'elle est obligée de restituer, parce que quand on demande une chose à Midjourney, il est obligé de répondre. Alors pour moi, c'est clairement un outil de création. Midjourney produit une quantité effrayante de laideur et je pense que les artistes doivent utiliser Midjourney justement pour contrebalancer cette faculté de l'outil à la paresse absolue. Donc il me semble que le rôle des artistes et notamment des photographes qui ont une vraie culture de l'image, c'est d'interroger cet outil pour lui dire, voilà, avec ma culture de l'image, avec mes connaissances, avec mon regard critique, qu'est-ce que je peux produire, qu'est-ce que je peux fabriquer avec cet outil. Il n'y a pas encore eu dans aucune institution photographique d'exposition, comme si en fait le monde de la photographie avait décidé de fermer les yeux, de faire comme si ça n'existait pas. Beaucoup de corporations s'interrogent, mais étrangement, dans le monde de la photographie, il y a une envie de ne pas de ne pas regarder la bête, puisque le préjugé est que cette chose est une bête, ne la regardons pas, comme ça on ne la verra pas et finalement la question ne se posera pas. Je crois qu'il y a dans le fantasme de cette machine qui se substituerait au réel quelque chose qui est déraisonnable parce que rien ne remplace le réel. C'est juste une, comment dire, une projection intellectuelle de penser que c'est possible.